Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat. Cette émission qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Comme chaque semaine, vous le savez, on récapitule les sujets d'actualité qui ont marqué nos téléspectateurs. Alors nous en avons choisi deux cette semaine, non pas trois, deux cette semaine. Alors destination la Côte d'Ivoire, une coalition des partis politiques CAP Côte d'Ivoire pour faire face au RHDP. Deuxième sujet, AES-CEDEAO, John Mahamane Dramani, président du Ghana, nouveau médiateur de la CEDEAO, point d'interrogation, et surtout pour quel résultat, point d'interrogation. Voilà, mesdames et messieurs, les deux sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour, honorable Simon Doho. Vous êtes député, président du groupe parlementaire du PDCI RDA, conseiller spécial du président du PDCI RDA, le ministre Tidjane Thiam. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Bonjour madame, merci en tout cas pour votre accueil. Je suis heureux d'être avec vous. Avec grand plaisir. Et en face de vous, honorable, vous avez donc docteur Camara, donc vous êtes économiste et bien sûr maître de conférence. Bienvenue à vous. Merci Aïssa, toujours ravi d'être ensemble pour discuter de l'Afrique et de son avenir, de ses enjeux. Exactement, les enjeux du continent africain, l'actualité du continent africain, on en parle ici dans l'Afrique, dans tous ses états, avec bien sûr Babadem, vous êtes journaliste. Bonjour Aïssa, bonjour à mes co-panélistes et bonjour à l'honorable et surtout à nos commentatrices, commentateurs, spectateurs, spectatrices. Exactement, mesdames et messieurs, vous le savez, on donne la parole à nos commentateurs. Et oui, vous avez votre place ici dans cette émission. Alors, commençons tout de suite avec vous, honorable. C'est un plaisir encore une fois de vous avoir ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. Alors d'abord, un point concernant le PDCI, donc RDA. Vous êtes actuellement à Paris parce qu'il y a eu le grand meeting donc tout récemment. Mais on va se focaliser un petit peu sur la situation donc de ce parti. Alors, c'est une question qui devrait ou qui ne devrait pas être posé, à savoir à quand la convention et qui finalement sera le candidat du PDCI RDA. C'est vrai qu'on pose souvent la question là, c'est vrai qu'on attend le candidat en tout cas attitré. Beaucoup disent, et par rapport à la résolution donc, qui est indiquée, à savoir que c'est en principe c'est M. Thiam, mais néanmoins les questions subsistent. Alors, merci madame encore une fois, votre question elle est très riche, donc je vais essayer de répondre de manière la plus succincte possible. D'abord, le PDCI va très très bien. Vous savez que nous sommes un grand parti. Nous sommes aujourd'hui, après l'ANC, l'un des plus grands partis, des plus vieux partis de l'Afrique. Notre parti a été fondé en 1946 à Treichville, en avril. Puis ensuite consolidé avec le RDA à Bamako, dans la même année 1946. Donc nous sommes un grand parti, un vieux parti. Nous avons connu deux grands présidents. D'abord le Félix Faure-Boigny, le fondateur du PDCI, du RDA et de la Côte d'Ivoire. Ensuite, après lui, M. Henri Konan Bédié lui a succédé. Il était président de la République. Ensuite, il a subi un triste coup d'État en 99, en décembre 99. Et M. Bédié donc, est décédé très récemment. Et un 109, une nouvelle génération, avec le président Tidjane Thiam, a pris le relais. Et depuis, le PDCI a repris davantage d'aile avec l'arrivée de Tidjane Thiam, qui a donné un nouvel élan, qui a redynamisé le parti, conformément aux engagements qu'il a pris. Qui a unifié le parti ? Redynamisé. Non, le PDCI est resté toujours uni. Je crois que, vous savez, beaucoup de gens s'inquiètent souvent sur les divisions internes. Le PDCI n'a jamais été divisé. Il y a, comme dans tous les partis, nous avons aussi des courants de pensée. Des divergences sur différents sujets. Nous avons aussi des têtes fortes. Nous avons aussi des têtes fortes. Mais nous savons nous retrouver, additionner nos forces pour maintenir le cap et maintenir en tout cas la confiance que nous ont fait nos aînés en nous léguant le PDCI. Donc nous allons bien. Ensuite, le deuxième volet de votre question porte sur la convention. Alors, si vous voulez, la convention, elle vient dans un processus. M. Tidjane Thiam, notre président, a été élu à notre dernier congrès, à Yamoussoukro, en décembre 2023. Il a été élu avec 96-48% Exactement. Des membres de notre congrès. Donc, il a été plébiscité. Ensuite, vous avez fait allusion à cette résolution, cette heureuse résolution dans laquelle les militants, devant les enjeux de la situation de notre pays,
devant l'enjeu principal de reprendre le pouvoir en 2025 et devant l'opportunité que nous donne notre nouveau président, nous avons décidé de lui donner mandat de porter, d'être le candidat de notre parti à la prochaine convention. Donc cette convention, elle aura lieu après le bureau politique que le président du parti a fixé au 5 avril, donc très prochainement. Et généralement, je veux rassurer en tout cas vos téléspectateurs, nos compatriotes, la convention aura lieu. Il faut regarder simplement l'histoire. Il faut regarder, feuilleter un peu l'histoire pour retenir que la convention, elle a lieu quelques semaines après le bureau politique. D'accord, donc ça ne change pas, il n'y a pas eu de changement. Donc la tendance, elle est connue, chacun peut prévoir, peut prédire la prochaine date de la convention sans difficulté. D'accord, donc convention qui va finalement officialiser le rôle que jouera M. Thiam lors de l'élection présidentielle, à savoir le candidat officiel du PDCI. Est-ce que ça va être quand même dit, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se passe, on constate que M. Billon quand même souhaite éventuellement aller à la convention et soumettre donc sa candidature. Que va-t-il se passer donc lors de cette convention finalement? Monsieur Billon, vous savez qu'il est député, il est membre du groupe parlementaire que je dirige. Donc il est le bienvenu à la convention. Le PDCI, c'est le parti démocratique de Côte d'Ivoire. Nous avons élu un président à 96-48%. Nous avons plébiscité dans une déclaration, une résolution que nous avons prise. Normalement, nous allons à cette convention pour confirmer l'engagement que l'ensemble des congressistes ont pris. Bien sûr, mais vous le dites normalement. Donc, qu'est-ce qui pourrait changer? Ce qui pourrait changer, le président à qui nous voulons donner mandat doit, à la convention, nous présenter un projet. Nous lui faisons confiance, mais en même temps, la confiance n'exclut pas que nous voulons l'entendre, nous voulons qu'il nous présente un projet qui nous permette de renforcer davantage notre confiance en lui. Mais bon, je peux aussi vous dire une chose, c'est que les événements actuels montrent, la dynamique actuelle montre que vraiment nous sommes sur une lancée sur laquelle nous ne reculerons pas. C'est-à-dire notre président a aujourd'hui lancé une dynamique, a donné une foi nouvelle aux militants, une foi nouvelle aux Ivoiriens, une foi nouvelle à la jeunesse, aux femmes, à l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a aucune raison que nous ne confirmions pas ce choix, qui est l'ensemble, qui est notre choix, celui du PDCI, mais qui est aussi le choix des Ivoiriens dans leur ensemble. Pour le coup, en parlant des Ivoiriens, c'est un très bon point. Beaucoup ont parlé de cette déconnexion que pouvait avoir donc, le président Thiam. Beaucoup de téléspectateurs nous envoient des messages, parce qu'on lit les messages des téléspectateurs, à savoir, oui, voilà, peut-être qu'il est déconnecté donc, du villageois qui se trouve dans un village loin d'Abidjan. Donc, pour conclure vraiment sur ce point-là, qu'est-ce que vous dites? Monsieur Thiam est-il déconnecté? Pas du tout. Et enfin, autre question, il y a quand même le côté ivoirité qui est revenu. Encore une fois, on en a beaucoup parlé ici sur le plateau. On a dénoncé ça de façon très, très, très dure. Aujourd'hui, quel bilan faites-vous et qu'est-ce que vous avez à dire à nos téléspectateurs qui nous regardent, qui se disent il est déconnecté, en même temps on parle d'ivoirité, donc le combo n'est pas très, très glorieux. Madame, alors vous avez dit beaucoup de choses. Je vais aussi encore essayer de s'y rire. D'abord, vous avez parlé en dernier lieu de la question de l'ivoirité. Je veux vraiment clore ce débat. C'est important. Très rapide. Et pour nous, c'est important que vous le disiez sur notre plateau parce qu'on en a beaucoup parlé. Moi, je suis d'une région, j'en viens d'ailleurs, qui est l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a souffert, qui a encore les stigmates. Bien sûr. Et qui a les douleurs très profondes de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire les 25 dernières années. Aucun Ivoirien, aucune Ivoirienne, aucun compatriote qui vit en tout cas sur le territoire ivoirien n'a envie de revivre ce que nous avons vécu. Nos aînés ont fondé cette nation sur des fondements dont l'un des fondements, c'est l'intégration sous-régionale. Dès l'indépendance, le président Houphouët avait dans son gouvernement des Ivoiriens d'origine malienne, d'origine M. Mohamed Diawara. Nous avons aussi M. Savadogo, exemple, qui est aussi venu du Mali, de Burkina Faso. D'autres sont venus du Sénégal, comme le père de M. Thiam. Et des Bokoum sont venus d'autres nations. Et nous avons fondé
une nation nouvelle en intégrant et l'ensemble de ceux qui vivaient sur le territoire et puis ceux qui sont venus d'ailleurs. Personne ne doit nous ramener dans le passé. C'est une faute grave. C'est une faute grave et qui vient aussi de l'État, c'est-à-dire que c'est quand même un membre, un ministre qui en a parlé. Oui, alors, ce ministre, malheureusement, il est originaire de ma région. Et je suis allé parler à mes parents pour leur dire, ne donnez plus l'occasion à ce genre de personnage de venir donner ce genre de message. La Côte d'Ivoire, nous sommes une nation unie dans la diversité et nous voulons le rester. Il y a encore malheureusement, madame, je vais vous le dire, il y a encore malheureusement des nostalgiques d'un certain discours passé. Alors, ce qui est encore même plus grave, c'est que vous avez des gens qui vous disent qu'ils combattent ce message, mais en même temps, qui le soient, qui sont des responsables au plus haut niveau et qui diffusent malheureusement ce genre de discours. Je l'ai déjà dit et je vous le redis ici, vous suivez le plateau. C'est un avertissement que les Ivoiriens et les Ivoiriennes lancent à cette personnalité qui joue avec l'avenir de notre nation. Nous voulons construire une nation solide, une nation fraternelle, une nation riche de sa diversité. Nous ne voulons pas tomber dans les travers du passé. Ceux qui veulent le faire, ils vont nous trouver en face d'eux. Ils vont trouver tous les Ivoiriens, de toute origine, de toute religion, de toute ethnie. Ils vont nous trouver en face d'eux. Et nous allons les combattre. Pour le coup, vous avez beaucoup vu sur le terrain ces derniers jours. Vous le constatez, c'est-à-dire que ce que vous véhiculez là aujourd'hui sur le plateau, à savoir une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire qui parle d'une même voix, une Côte d'Ivoire unie dans la diversité. Est-ce que vous l'avez ressenti sur le terrain? Est-ce que même vous avez ressenti aussi ces préoccupations concernant ces débats qui reviennent? Vous soulevez des questions très importantes. Vous avez des gens, des politiciens très malheureux qui ne vivent que sur ces concepts-là. Mais les Ivoiriens ne sont pas bêtes. Ils ont leur histoire récente, mais ils ont aussi leurs aspirations nouvelles. Les Ivoiriens veulent être ensemble. Vous allez dans les quartiers, ils veulent être ensemble. Ils veulent vivre ensemble, comme ils l'ont vécu dans le passé. Moi, je le dis souvent en plaisantant, je viens d'une grande ville où j'ai grandi, où je parle moi-même couramment le malinké, je ne suis pas malinké. Mais quand je passe dans la rue, il y a des femmes qui me parlent en malinké et je leur réponds en malinké. C'est une richesse. Mais c'est ça la force de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça que nous voulons vivre. Donc les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne veulent plus revivre ce qu'ils ont vécu récemment, veulent revivre ce qu'ils ont vécu dans un passé lointain. Et c'est ça qu'ils veulent revivre. Et c'est ce que nous voulons, leur proposons avec Tidiane Thiam. Et qui lui, en lui-même représente un peu justement cette diversité d'unité. Bien sûr. Parents d'origine, père d'origine sénégalaise, mère ivoirienne, mère d'une ethnie différente de son père, lui-même musulman, vivant avec des frères et des sœurs de sang qui sont chrétiens. Écoutez, c'est ça cette richesse-là que nous voulons vendre. Et vous avez raison d'insister sur le point. C'est important, nous voulons vraiment corriger ces aspects des choses. Voilà, madame, sur cette question. Après, j'ai oublié maintenant L'autre point, c'est effectivement cette connexion. Est-ce qu'aujourd'hui, le candidat, M. Thiam, banquier, ex-ministre, qui a travaillé dans les plus grandes entreprises mondiales, est-ce que M. Thiam est connecté aux populations, aux villageois Je vous remercie de me rappeler. Vous savez, il n'y a que les ignorants qui sortent, qui disent ce genre de choses. Je peux comprendre que un paysan au village qui ne le connaît pas pour X raisons en parle, mais pas des responsables, pas des responsables à ce niveau-là. Pour le coup, nous, c'est la voix des téléspectateurs qu'on prend. C'est un sujet qui est malheureusement mis sur le plateau. Ces téléspectateurs, certains sont manipulés. C'est ça aussi le danger de l'Afrique et des politiciens. C'est de manipuler les populations. Mais la question, elle est quand même légitime. Elle est quand même légitime, la question. Non. Où est la légitimité? On peut au moins poser la question. Madame, où est la légitimité? Vous savez, la poser, c'est très grave. Vous avez M. Thiam, c'est le petit-fils de M. Félix Houphouët-Boigny. C'est important de le dire. On va dire c'est le petit-fils du chef de village. Donc c'est pas n'importe qui. C'est un prince. Vous ne pouvez pas dire qu'un prince
ne connaît pas, sa population. n'a pas l'éducation nécessaire pour connaître sa population. Le dire, c'est très grave. Deuxièmement, il était ministre de la République, directeur général du Bureau d'études nationales. Alors, vous connaissez un directeur général qui ne connaît pas le terrain, qui ne connaît pas ses clients? Moi, je viens de l'ingénierie. La moindre des choses, c'est quand même d'aller voir les usines de vos clients. Quelqu'un qui conçoit les voies, les routes et qui construit les maisons, les bâtiments publics, vous dites, et les usines, vous dites qu'il ne connaît pas le pays. Mais où est-ce qu'il fait son travail? Son travail, il le fait dans le terroir. Il connaît d'abord son éducation, lui a imposé de connaître la Côte d'Ivoire. Et je dis souvent aux gens, moi j'ai un petit avantage, c'est que je suis proche de sa famille. Il connaît la Côte d'Ivoire profonde parce que formé par le grand-père pour connaître la Côte d'Ivoire profonde. Les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, directeur général de la société en charge des grands projets. Bon, c'est une insulte de lui dire qu'il ne connaît pas le pays dont il est en charge de la construction. Troisièmement, ministre du plan et du développement. Bon, là, écoutez, quand on arrive là, ça devient encore plus grave. Vous savez que le ministre du plan, c'est l'homme qui capte toutes les informations de tous les secteurs humains, économiques, financiers et tout, et qui est en charge de faire la projection de l'état des lieux et de la projection du pays. Là aussi, c'est une insulte de dire que cette personne ne connaît pas le pays. Maintenant, je comprends. Nos compatriotes qui ne le savent pas peuvent le dire. Alors maintenant, je vais vous donner un dernier exemple pour éclairer nos téléspectateurs. Moi-même qui vous parle, je m'appelle Simon Do. Je suis né dans un village, j'aime bien plaisanter souvent en disant que je suis né sur les feuilles de banane. Je suis venu en France, j'ai fait des grandes écoles ici. J'ai fait 32 ans. J'ai travaillé dans l'industrie automobile, j'ai travaillé dans l'industrie nucléaire. Je suis retourné dans mon village. Je connais la route de mon village. Je connais la langue de mon village. Je connais les coins et les recoins de mon village. Et je suis député de ma circonscription. Alors, écoutez, quelqu'un peut me dire que je ne connais pas la Côte d'Ivoire? Moi, j'ai passé 32 ans à l'extérieur. On comprend toujours l'opposition entre l'école blanc et l'école bleue. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est pas je peux vous dire, pour la je Côte connais d'Ivoire. certainement 10 fois mieux certaines personnes qui déclarent que M. Thiam est hors sol. En tout cas, le message est passé. Le message est passé. Les téléspectateurs avaient peut-être besoin d'entendre. Ils sont certainement plus hors sol que nous. Monsieur Bion. Écoutez. On ne va pas nommer. Nous avons, je dis que ces personnes-là qui le disent ne connaissent pas mieux la Côte d'Ivoire que nous. Nous connaissons mieux la Côte d'Ivoire que... Et vous savez je le dis, c'est important, madame. Connaître un pays, connaître une nation, c'est pas le fait d'être à Abidjan, de connaître les bâtiments. C'est connaître le fond humain, culturel, culturel même, d'une nation. C'est ça, connaître une nation. Mais pour le coup, c'est une bonne perche qu'il vous a lancée parce que ça vous permet finalement d'expliquer finalement le parcours de M. Thiam, d'expliquer la proximité qu'il a pu avoir avec le peuple. Donc on peut remercier quand même Billon pour cette perche qui a été on n'en avait pas besoin, madame. On n'en avait vraiment pas besoin. En tout cas, voilà, parce qu'en tout cas, beaucoup attendaient ce type de paroles et pour les coups, ils les ont eu ici sur le plateau de Vox Africa. On continue donc avec un peu de... politique étrangère avant de revenir. Non, d'abord, on va parler quand même de la coalition. On va parler de la coalition, c'est très important. Donc, une coalition a vu le jour. Et donc, je vais donner la parole à Dr Camara qui va nous faire un point de la situation. Quoi qu'il en soit, vous êtes bien placé aussi pour pouvoir intervenir dessus, cher honorable Monsieur Do. Alors, on regarde la vidéo et puis on revient. Face aux tensions politiques, la CAP Côte d'Ivoire entend peser dans les négociations pour assurer un cadre électoral transparent. L'opposition dénonce depuis plusieurs mois un manque de concertation sur les aspects clés du processus électoral, notamment le redécoupage des circonscriptions et la mise à jour de la liste électorale. Malgré plusieurs tentatives de dialogue, les réponses du gouvernement sont jugées insuffisantes par ses membres. Nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour que nous ayons des élections inclusives, c'est-à-dire élections auxquelles tous ceux qui souhaitent être candidats puissent être candidats et qu'on laisse enfin les Ivoiriens décider librement de qui doit les diriger. La coalition appelle à une mobilisation citoyenne en faveur d'une réforme électorale. Elle estime qu'un processus est essentiel pour éviter les violences qui ont marqué certaines élections passées. À travers cette alliance,
L'opposition espère instaurer un dialogue constructif et œuvrer au maintien de la paix sociale en Côte d'Ivoire. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs, nous donnons la parole à Dr Camara. Dr Camara, alors, cette coalition, les objectifs face au RHDP, on vous écoute. Alors donc, Aïcha, comme vous venez de le dire, donc je salue de nouveau notre invité. Et bon, juste avant de démarrer, c'est vrai que le procès qu'on fait à beaucoup d'Africains qui ont un vécu à l'extérieur et qui est un atout, qui est une expérience de plus, c'est vrai que parfois on est un peu mal à l'aise d'entendre toujours voilà, la même rengaine. Hein. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas tous les jours au pays, avec les gens du pays, qu'on ne connaît pas les réalités du pays. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci beaucoup. Voilà, donc, alors pour revenir donc sur cette coalition, donc le 10 mars 2025, donc une quinzaine de partis politiques ivoiriens donc, se sont rassemblés, 25? une quinzaine de partis politiques. 25, alors 25. Donc 25 partis politiques donc, se sont réunis. Donc les partis les plus importants étant évidemment le PDCI, le PDCI de M. Thiam et de notre invité, donc le Front populaire ivoirien, le COGEB de Blé Goudé, et même, etc., même le mouvement des générations capables de Mme Gbagbo. Donc c'est dire qu'il y a eu vraiment un rassemblement, en tout cas large, avec les principaux leaders, en tout cas de l'opposition ivoirienne, et on trouve que bon, c'est vraiment, en tout cas, c'est un signal clair qui est donné, en tout cas sur la volonté de cette opposition ivoirienne, en tout cas de tout faire pour qu'il y ait, comme dit la coalition, qu'il y ait des élections libres, transparente et crédible, et que la Côte d'Ivoire continue d'être en tout cas un état de droit, et que, voilà, que la démocratie puisse encore se vivifier davantage. Et donc ça, c'est l'objectif de la coalition. Alors maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas vu une certaine figure, notamment M. Laurent Gbagbo, n'a pas été à cette cérémonie d'officialisation donc, de cette coalition, et donc coalition pour l'alternance pacifique Côte d'Ivoire. Mais bon, on suppose que lui-même, ayant fait un appel au mois de juillet 2024 sur le rassemblement le plus possible, le plus clair possible, pour justement qu'il y ait une vraie alternance en Côte d'Ivoire, pour que le RHDP ne puisse pas rempiler. Hein. Donc ça, on suppose que si les choses vraiment se mettent réellement en place, il prendra sa part dedans. Voilà. En tout cas, c'est une coalition qui est, en tout cas, on dirait qui est bienvenue, hein, qui permet justement de se positionner clairement par rapport au pouvoir actuel de M. Ouattara. Mais il en demeure moins qu'on a beaucoup de questions qui nous reviennent. Exactement. Donc, est-ce que, évidemment, vu que tous les leaders et vu leurs ambitions, les ambitions des uns et des autres, est-ce que cette coalition, elle va pouvoir tenir face au choc des ambitions entre ces leaders? Ça, c'est une des premières questions. Bien sûr. La deuxième question, si c'est le cas, si cette coalition arrive à résister, est-ce qu'elle pourra aboutir à un programme commun donc, qui va poser les vrais problèmes auxquels la Côte d'Ivoire est confrontée, les vrais défis qu'il faut effectivement relever. Est-ce qu'on est vu, parce que c'est un petit peu le problème de la diversité, quand on a beaucoup de partis politiques avec des projets, des visions différentes, avoir une plateforme commune, ce n'est pas quelque chose d'aisé. Et parler d'une même voix, c'est parfois très compliqué, voire impossible pour beaucoup. Exactement. En tout cas, c'est vraiment les questions qu'on va poser à notre honorable donc, ici présent. Alors, on peut aussi quand même mentionner que le porte-parole du gouvernement, M. Koulibaly, a tout récemment, je vais paraphraser, dit qu'aucun dialogue politique ne serait envisageable avant l'élection présidentielle, sachant que c'était une requête que vous avez beaucoup soulevé avec notamment le CAP-CI, donc malheureusement il n'y aura pas de dialogue avant l'élection, et qu'il fallait tout simplement renvoyer les requêtes aux institutions concernées. Donc vous avez forcément entendu parler de cela. Alors, Monsieur Do, honorable Do, alors les objectifs donc, de cette coalition, donc il y en a à peu près 3-4 à savoir. Alors, d'abord la dernière information que vous venez de me donner concernant le dialogue politique, renseignez-vous bien, c'est pas le update. Hein. Ça a changé depuis mercredi. Nous allons progresser. Dans tous les cas, on espère en tout cas. Il aura lieu ce dialogue politique. D'accord. Sans le RHDP? Il aura lieu avec le RHDP. Il aura lieu. Il aura lieu avec l'ensemble des Ivoiriens autour d'une table.
je le dis et je le redis, mais il faut mettre votre information à jour. J'ai une information depuis... vous avez peut-être des informations que nous n'avons pas, alors, parce que nous, la dernière information qu'on avait, c'était là. Voilà, donc les choses vont évoluer. D'accord, on espère en tout cas. Alors, ce que je vous dis, vous avez dit beaucoup de choses. La coalition, j'ai entendu parler de choc des leaders, le défi de la Côte d'Ivoire. On peut commencer par la première question, à savoir, donc, vous avez décidé de rejoindre cette coalition, donc, qui a pour vocation quoi? De faire tomber le RHDP? C'est ça le premier objectif? Allons-y étape par étape. On vous écoute, vous êtes là pour ça. La Côte d'Ivoire, nous avons ensemble un premier objectif primordial. C'est celui de la paix. Donc, d'organiser des élections transparentes, crédibles, dans un contexte apaisé. Pourquoi? Parce que nous avons trop souffert des pics de crise à chaque élection présidentielle. Je ne vous refais pas l'histoire. 2010, un peu plus bas en 2015, mais il y a eu aussi des chauves-souris. Bien sûr. 2020, il y a eu des morts. Plus grave, il y a eu des morts. Donc 2025, tout le monde se dit, mêmes ingrédients chimiques égale même résultat. Donc nous ne voulons pas de ces élections-là en Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif premier. Donc l'objectif premier de cette coalition, c'est-à-dire que les 25 partis ont décidé de se réunir pour avoir des élections apaisées dans un premier temps. Et transparentes. C'est ça l'objectif. Apaisées. Pouvoir parler la même voix et faire en sorte que... Il y a des questions qui ont été soulevées, si vous avez bien lu. Il y a la question du découpage électoral, il y a la question de la CEI, dont la réforme est réclamée par tout le monde, par l'Union européenne, par l'ONU. Si vous lisez le dernier rapport de ce Conseil de sécurité de l'ONU, c'est écrit noir sur blanc. On souhaite des élections transparentes, apaisées. Nous encourageons, c'est écrit, nous encourageons les acteurs politiques en Côte d'Ivoire et le gouvernement à œuvrer pour des élections apaisées. Donc c'est ça l'objectif premier vers lequel nous voulons aller. Déjà, créer les conditions. Et c'est pour ça qu'on parle de CEI, la réforme de la CEI, faire en sorte que cet organe en qui les Ivoiriens n'ont pas confiance. Je rappelle toujours qu'il y a un rapport fait par la PDH en liaison avec une association très sérieuse qui s'appelle Konrad Adenauer, a produit un rapport en 2018 qui dit clairement que plus de 62% des interrogés n'ont pas confiance dans la CEI. Et que même sur les 68%, que sur les 32% restants, vous avez seulement 20% qui disent avoir confiance. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas un objectif donc, on n'a pas confiance. Réformer, en tout cas, on n'a pas confiance en la CEI. Oui. Pas confiance. Parce que la police des résultats, moi je suis député. L'organisation des élections en Côte d'Ivoire, c'est la croix et la bannière. On sait que ça bourre les urnes. On sait que ça casse les bureaux de vote. On sait que ça casse les trucs au comptage. Donc, nous, on n'est pas de ceux qui font la politique de l'autruche. Nous voulons être une nation sérieuse. Est-ce que vous croyez qu'avant les élections présidentielles, il y aura une réforme de la CEI? Mais c'est important, c'est possible. C'est important, c'est possible. C'est possible. Les députés du PDCI, nous avons fait une étude en liaison à un autre parti. C'est possible. Nous avons fait un rapport, nous avons fait une analyse très sérieuse. C'est possible et selon vous, c'est primordial pour une élection apaisée? C'est une condition nécessaire. Oui. Mais, oui. Une condition absolument nécessaire. Sans laquelle, moi je rappelle, si vous avez fait un peu de chimie dans votre vie, vous prenez les mêmes ingrédients, ou à la cuisine, vous faites la même chose, vous mettez... ça explose. Voilà, et tout, le résultat, vous le connaissez. Ça explose. Donc ce résultat-là, si on ne fait pas, et la réforme de la CEI, intelligemment, et on peut trouver, vous savez, quand vous allez négocier, je dis toujours aux gens, moi je fais des négociations, vous avez toujours des intentions et vous avez des limites. Ce qui est important, c'est que les limites de chacun restent dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. On ne parle pas de l'intérêt du RHDP ou du PDCI, c'est pas de ça qu'il s'agit. Nous voulons déjà que tous les Ivoiriens, nous soyons ensemble, autour d'une table, pour dire comment on organise ces élections-là pour qu'elles soient transparentes. Comment on fait un découpage électoral. Parce que ça aussi c'est important. Vous avez aujourd'hui une Assemblée nationale qui ne reflète pas la réalité sociologique du pays. Avant même que vous ayez commencé à voter, vous êtes sûr que le parti au pouvoir a déjà 75 députés en plus. Pour une population beaucoup plus faible. Vous avez la loi électorale elle-même.
la loi électorale, aujourd'hui, ou la proclamation des résultats, je vous dis, je passe sur la base de mon expérience de député. Vous savez que ça, c'est le côté un peu... Quand vous avez fait l'Europe et que vous êtes arrivé, vous participez à des élections, et que vous avez gagné dans un bureau de vote, et qu'au bout de la proclamation, vous avez un bureau de vote que vous avez gagné, et puis merde, le résultat sort, vous n'êtes pas gagnant. Bon, ça vous surprend. Mais oui, ça se fait. Et c'est tout cela que nous voulons changer. Donc, publication des résultats, bureau par bureau, bureau de vote par bureau primordial. De vote. Et bien sûr, cette fameuse révision de la liste électorale que tant demande, qui doit avoir lieu annuellement. Et pour le coup, justement. on propose de la faire après les élections présidentielles. Madame, moi j'ai une question. C'est vous qui posez la question, moi je pose une question. Oui. Je nous pose la question. Pourquoi vous pensez que nous les Africains, on n'est pas capables d'organiser les élections comme les gens le font en Europe? Pourquoi? C'est quoi la différence? Bonne question. Il faut quand même qu'on se prenne au sérieux. Bien sûr. Nous sommes capables de nous prendre au sérieux. Nous sommes capables d'être des hommes et des femmes responsables. Parce que ce dont il s'agit, c'est une question de responsabilité devant le peuple. Nous voulons élire des dirigeants qui sont reconnus par tous comme étant le choix de la population. Mais les autres n'ont pas la primeur de la démocratie. Nous sommes capables de mettre en place une démocratie sous la forme que nous avons chez nous, mais on est capable d'organiser des élections apaisées, transparentes. Et le reproche que nous faisons, que je fais à nos frères, et je dis bien frères, du RHDP, c'est avoir souvent des comportements qui nous étonnent. Comme si nous, on était complètement différents des autres. Le Sénégal est capable d'organiser des élections apaisées, transparentes. Le Ghana est capable de le faire, mais en Côte d'Ivoire, on n'est pas capable de le faire. Mais pourquoi ? En tout cas, l'avenir nous le dira. Pour le coup, on va essayer d'avancer. Alors, une coalition, 25 partis, avec chaque parti à sa tête, donc bien sûr un président. Alors, qui sera éventuellement... c'est trop tôt pour en parler, à savoir... Madame, aujourd'hui, le coordonnateur, c'est quand même M. Thiam, il faut le dire. Oui. Vous savez, quand vous avez un objectif commun, mais sérieusement, il s'agit d'une nation. Et quand on parle d'une nation, on parle de quelque chose de sérieux. Quand vous avez des ambitions pour votre nation, vos petites ambitions personnelles, ils n'ont plus leur place. Mais la question se posera bien à jour. Allons-y étape par étape. Pour l'instant, nous sommes des Ivoiriens et des Ivoiriennes responsables. Nous nous sommes mis ensemble pour dire nous voulons que notre pays soit pris au sérieux et qu'on ait un regard beaucoup plus sérieux qu'on a aujourd'hui sur nous. Organiser des élections crédibles, transparente, parce qu'aujourd'hui, n'importe quel pays sérieux dans le monde est capable de le faire. Et la Côte d'Ivoire est sérieuse. Donc déjà, on se met ensemble parce qu'on est des responsables. Donc, je finis. Monsieur Thiam était responsable, sérieux. Voilà quelqu'un d'un certain niveau, il abandonne tout, il veut servir son pays. Madame Babo Simone, une responsable politique de haut niveau, elle a été députée. Elle vient, elle se met ensemble. Donc pour l'instant, les intérêts personnels, c'est pas ça qui compte, c'est le bloc. C'est la Côte d'Ivoire d'abord, c'est les élections apaisées d'abord. D'accord. Donc d'abord réformer le processus électoral. Exactement. Premier objectif. Exactement. Après cet objectif-là, viendront les élections quand même présidentielles. Est-ce que vous comptez y aller sous ce bloc-là, à savoir sous cette coalition-là? Est-ce que c'est quand même des sujets... Est-ce que tu te permets comme ça, je vais rajouter des questions à tes questions. Oui. Parce que justement, l'honorable, il nous dit qu'il faut qu'il y ait des élections crédibles et transparente. On sait que la crédibilité dépend aussi, il faut que tout le monde puisse se présenter. Et là, j'ai envie de dire que les choses dépendent beaucoup plus donc, du pouvoir, puisque voilà, certains candidats, notamment M. Blé Goudé ou M. Gbagbo, s'ils ont envie d'être en tout cas candidats, ou en tout cas ils veulent avoir le droit d'être candidats, pour l'instant cette question n'est pas réglée d'une part, et d'autre part, et donc ça c'est vraiment donc le dialogue national qui est nécessaire. Est-ce que ce dialogue, il n'est pas trop tardif? Est-ce qu'il n'aurait pas dû avoir lieu avant pour qu'on mette tout à plat? Parce que justement, moi j'imagine que le fait que cette coalition est clairement, en tout cas, est clairement dit que son ambition, en tout cas à long terme, au final, c'est qu'il y ait une vraie alternance donc en Côte d'Ivoire, que le RHDP donc, parte du pouvoir. Est-ce que justement, de l'autre côté, ils ne vont pas tout faire pour que cette coalition ne puisse pas aller en rang serré et qu'elle puisse avoir une chance de gagner? Merci encore, M. Camara. C'est-à-dire, je dis souvent, il faut construire la confiance. Et pour construire la confiance, il y
il y a 4 facteurs, mais je vous en donne un qui est très important. C'est l'intention. L'intention. Très important. Et puis, il y a aussi un deuxième qui est important, c'est les résultats. Vous ne commencez pas comme ça, de but en blanc à dire, on est ensemble parce qu'on veut battre le RHDP du jour au lendemain. Mais ça semble quand même être le premier objectif. Non, attendez, construisez la confiance. D'accord, c'est normal. Construisez la confiance avec des actes. Premier acte, on est ensemble. Et c'est écrit dans le texte, si vous l'avez lu. Hein, c'est une alliance qui est non idéologique. Non idéologique, oui, mais qui a un objectif très clair, c'est de devenir une force pour pouvoir instaurer un contexte démocratique et organiser des élections apaisées. Bien. Et puis en plus, ce qui est intéressant, si vous lisez l'ensemble des textes, vous allez voir que c'est une coalition à durée illimitée. Bien. Mais tout ça, c'est quand même important. Construisons la confiance en première étape. Elle va se faire et tout. Les hommes et les femmes vont pouvoir apprendre à être ensemble. Et puis évidemment, chacun, en fonction du renforcement de la confiance, va renforcer l'idée qu'en étant ensemble, on a été fort pour gagner un certain nombre de choses, on sera davantage plus fort pour gagner aussi au combat final. D'accord. Donc, quelque part, ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin, mais ce n'est pas ça le drapeau qu'on met d'abord en avant. Mais ce sont quand même des points qui ont été discutés entre vous, je suppose. Après, vous n'allez pas nous le dire ici sur le plateau, j'en disconviens pas. Mais... Moi, je suis, avec M. Thiam, notre objectif, c'est de dire, let's go step by step. Step by step. Avec évidemment, une vision. On l'a à l'esprit, la vision. Mais la vision, elle se construit ensemble, dans la confiance. Soyons capables de construire la confiance autour du dialogue politique. Et le dialogue politique, je peux même, M. Camara, de revenir là-dessus, le dialogue politique doit permettre d'aborder tous les sujets qui vont, en tout cas, dans l'objectif de la construction de la démocratie. Et évidemment, vous avez raison, M. Camara, la question de la participation de tous aux élections, c'est un aspect important. Pourquoi voulez-vous... Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez la paix. Vous voulez reconstruire, vous voulez la réconciliation. Parce que ça aussi, c'est un aspect important. Beaucoup de gens, en Côte d'Ivoire, certains politiques qui disent, mais on n'a pas besoin de réconciliation. Mais je pose la question souvent, est-ce que vous êtes sérieux? Nous avons besoin de réconciliation. Après la cassure, après les fissures qu'on a semées dans la nation, on a besoin de réconciliation. Donner l'occasion à tout le monde, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, d'être présent. Hein? Inclusif. Voilà, une élection inclusive. Donner l'occasion à tout le monde. Chacun va s'exprimer. Et puis après, les alliances se feront. Et puis après, le meilleur gagnera. Et en ce moment-là, on sera apte à se retrouver ensemble. Si vous commencez par exclure les gens. Bien sûr. Mais vous savez ce que vous préparez? Tout à fait. Hein? Vous savez ce que vous préparez? Oui. Hein? Vous préparez? En tout cas, ça peut avoir un impact sur une élection apaisée, et c'est vrai que vous l'avez dit plus tôt. Alors, pour le coup, je suppose que je n'aurai pas de réponse à mes questions, à savoir est-ce qu'il y aura un seul candidat de la coalition ou plusieurs candidats? Est-ce que finalement, si vous remportez l'élection présidentielle, est-ce qu'il y aura une gouvernance partagée? Non. Pour le coup, Madame, step by step. Parce que vous êtes pressé. Vous êtes pressé. C'est mes téléspectateurs qui sont pressés. Je réponds à leurs questions. Dites à vos téléspectateurs que nous aimons la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est le plus important. Nous aimons la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous voulons, ça là-dessus, il faut que ça soit clair. Bien sûr. Nous voulons changer. Nous voulons tourner la page, M. Ouattara. Ça, c'est clair. Ça aussi, il faut le dire à vos téléspectateurs. Nous voulons tourner la page, M. Ouattara. Et pour tourner la page de M. Ouattara, il faut se mettre ensemble. Et nous avons franchi une étape. C'est celle, aujourd'hui, que nous sommes en train de faire, qui est une bonne première étape. Et vous avez parlé de M. Laurent Gbagbo et du PPACI qui n'était pas. Mais je dis aux gens, je dis à vos téléspectateurs, mais pourquoi vous êtes pressés? Là aussi, les choses, la confiance, elle se construit. Aujourd'hui, nous sommes 25. Peut-être 26, peut-être 30. Demain, la société civile peut aussi rejoindre, oui, etc. Demain, il y aura beaucoup de gens. Et déjà, les députés PDCI et PPACI, nous parlons quotidiennement sur tous les sujets. Alors je dis aux gens, mais pourquoi ils sont inquiets? Non, ne soyez pas inquiets. Nous sommes en train de construire. De construire pour être plus forts ensemble. Exactement. Et pour être plus forts ensemble, il faut baliser les choses pour créer les conditions de la confiance. Exactement. Mais nous voulons tourner la page de M. Ouattara,
qui a divisé la Côte d'Ivoire, qui a divisé les Ivoiriens et qui a vendu une illusion de développement aux Ivoiriens. Et nous voulons tourner la page pour construire une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire fraternelle, une Côte d'Ivoire qui se concentre sur le vrai développement. Un développement qui touche les populations au plus bas niveau. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont beaucoup d'orgueil pour dire Abidjan, c'est le Manhattan, etc. Mais ce n'est pas ça le développement. C'est pas suffisant selon vous. Très bien. On va continuer, mesdames et messieurs. Oui, on va parler maintenant un peu de politique étrangère. Si le PDCI-RDA arrive au pouvoir, quelle politique étrangère va-t-il mener ce parti-là? On va donner la parole à Babadem, AES-CEDEAO, John Dramani Mahaman, le nouveau médiateur. Pour quels résultats? On regarde la vidéo et puis on revient. L'espace CEDEAO s'est réduit avec le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Et le président Ouattara veut compter sur son homologue ghanéen pour le retour de ces 3 pays de l'AES. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Président, pour que, à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO. Le président ghanéen reconnaît que si les 3 pays se sont retirés de la CEDEAO, c'est qu'il y a des dysfonctionnements au sein de l'organisation qu'il faille corriger. Mais John Dramani Mahama reste optimiste en ce qui concerne la possibilité de ramener les 3 pays de l'AES à la maison. Il y a eu donc une sorte de manque de confiance entre les leaders, donc à CEDEAO, la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Mais je pense que ce manque de confiance doit donc être corrigé et puisse y avoir le respect mutuel afin que puisse exister des relations donc dignes de son nom entre l'AES et aussi la CEDEAO. De retour sur le plateau pour le dernier sujet, Baba, on vous donne la parole avec cette tournée de John Dramani Mahama. Oui, tout à fait. John Dramani, le président John Dramani Mahama s'est lancé dans une ambitieuse mission diplomatique que beaucoup jugeaient perdue d'avance. Le président ghanéen refuse de considérer cette fracture entre la CEDEAO et l'AES irréversible. Et sa récente tournée qu'il a menée d'abord, on ne le souligne pas assez, en Côte d'Ivoire, puis ensuite au Mali, au Niger et au Burkina Faso, témoigne d'une volonté de reconstruire les ponts entre ces 2 ensembles régionaux. Alors ainsi, le président Mahama s'impose comme un potentiel médiateur de la dernière chance ou de la nouvelle chance. Et nous avons tiré 3 points là-dessus. Le premier point, c'est le rôle de médiateur, entre guillemets, acté en Côte d'Ivoire. Le président ghanéen, John Dramani, a initié sa série de voyages par une visite officielle en Côte d'Ivoire. C'était le 5 mars 2025, où il a évoqué les relations difficiles entre l'AES et la CEDEAO avec son homologue et hôte, le président Alassane Ouattara. À cet effet, le président Alassane Ouattara a demandé au président John Dramani de convaincre les pays de l'AES de rester dans la CEDEAO et l'a encouragé à jouer ce rôle de médiateur entre les 2 blocs. Nous vous faisons confiance, pour une citation, pour qu'à l'occasion de vos entretiens avec ces pays frères, vous puissiez les convaincre de rester dans la CEDEAO, car il y va de l'avenir des peuples de l'Afrique de l'Ouest, avait-il déclaré. Deuxième point, c'est la tournée effective de John Dramani au sein de l'AES. Alors ça s'est passé du 8 au 10 mars. John Mahama a effectué une tournée express dans ces 3 pays pour à la fois tenter de réconcilier les 2 blocs, mais également de renforcer la coopération bilatérale entre le Ghana et l'AES. Donc à Bamako, Niamey et Ouagadougou, il a évoqué la nécessité d'un terrain d'entente et propose le Ghana comme pont entre l'AES et la CEDEAO. Alors ces propositions incluent l'utilisation des ports ghanéens pour faciliter le transit des marchandises des pays enclavés l'AES, ainsi qu'une collaboration renforcée contre le terrorisme, mais c'est assez ambigu. Est-ce que c'est la coopération bilatérale ou c'était au nom de la CEDEAO? Donc, aucun a cité qu'il n'y a eu aucun engagement concret n'a été annoncé de la part de ces pays vis-à-vis de la CEDEAO. Et troisièmement, le dernier, c'est le bilan et les perspectives. Alors, comme bilan, nous noterons qu'au Mali, le président John Mahama avait estimé qu'il était encore possible de trouver un terrain d'entente à l'issue de sa rencontre avec le général Assimi Goïta, président de la transition malienne. Le lendemain, à Niamey, il avait évoqué avec le général Abdourahmane Tiani le besoin de collaboration et la reconnaissance de l'AES par la CEDEAO.
Et enfin, au Burkina, le président ghanéen a insisté sur la nécessité de mutualiser des efforts pour combattre ensemble, point de citation, le cancer du terrorisme. Merci beaucoup. Alors, son approche est centrée sur l'équilibre entre les intérêts de la CEDEAO Bien et sûr, de la c'est ES. très important, Et effectivement. donc, voilà. Donc, pour le coup, moi, je vais poser la question à notre honorable, donc, Monsieur Doho. Alors, quelle serait la position du PDCI-RDA concernant la CEDEAO, concernant l'AES, concernant les liens qu'il y a ou qu'il devrait y avoir? Quelle politique meneriez-vous si vous êtes au pouvoir, monsieur? Merci madame, c'est une question stratégique très importante. Vous avez vu que, je crois que M. Dem, vous avez bien présenté la situation. M. John Mahama, aujourd'hui, il est présenté comme un bon négociateur. Hein, et il est reconnu en tant que tel dans son pays. Là, il a montré que, bon, il est un bon négociateur. Un bon communicant, un ministre de la communication. Premier résultat pour lui, il tire d'excellents résultats pour le Ghana. Déjà. Il faut quand même l'en féliciter. Premier résultat, il tire un résultat pour le Ghana en disant, voilà, la porte est ouverte, on le port Dakar, de Tema, etc. etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, il joue ses intérêts et il le joue très très bien. Et puis, il ouvre quand même un peu la porte sur une coopération possible. Il a d'ailleurs dit, nous sommes des frères, hein, je pense son discours, et tout. Nous devons pouvoir regarder les conditions de vous retrouver dans la CEDEAO. Mais en même temps, vous avez vu que le colonel Assimi Goïta a lui plutôt dit, bon, il faut plutôt regarder les conditions de partenariat entre l'AES et la CEDEAO. Donc on est un peu à la croisée des chemins. Mais madame, il y a un problème de fond. C'est la question de la confiance. C'est-à-dire? Et j'ai écouté les commentaires d'ailleurs de journalistes maliens qui ont commenté les événements pour dire non. Je l'ai écrit là. C'est la question de la confiance et le problème du manque de confiance. C'est le manque de confiance qui a amené les pays de l'AES à se mettre dans la position à laquelle ils sont aujourd'hui. Et où est le problème de cette confiance? La majorité d'entre eux n'ont plus confiance en M. Ouattara. C'est ça là, une des clés. Et donc... En M. Ouattara ou, oui, ou à la CEDEAO? En M. Ouattara. D'accord, ok. On vous écoute, allez-y. Ah, je vous le dis, et vous le savez. Donc, il est le problème. Et demain, nous avons... Je vois M. Nek qui sourit. Hein, nous disons que notre objectif, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons impulsé la création de la CEDEAO avec le président Félix Houphouët-Boigny. Nous, demain, quand nous arrivons, nous allons aller dans la direction de M. Mahama, mais nous allons créer des conditions ensemble, nouvelles, qui vont faire que nos frères seront capables de revenir à la table avec nous. Parce qu'il faut restaurer... Vous savez que la question de la confiance, c'est capital. Quand on est assis sur une table et qu'on ne se fait pas confiance, comment vous voulez que ça avance? Et c'est ça la clé. Et c'est une des raisons pour laquelle nous disons il faut qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire. De ce que vous dites, pour récapituler, c'est-à-dire que c'est la Côte d'Ivoire, avec M. Ouattara, qui a poussé les 3 pays du Sahel à quitter la CEDEAO et à créer l'AES. Ils ont fait le choix, mais ils ont fait un choix parce qu'ils n'ont pas confiance. Et aujourd'hui, ils ont besoin d'un interlocuteur nouveau qui impulse une nouvelle relation et qui va nous permettre... Vous savez, madame, le Mali, mais c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le Mali, on est des frères, on porte les mêmes noms. Et pour le coup, donc ça justifie la raison, ce que dit le président Ouattara, quand il demande à au président du Ghana d'aller et de faire en sorte que l'AES revienne ou l'AES se réconcilie. Mais c'est un aveu de faiblesse de sa part. C'est un aveu de faiblesse. Il n'est plus capable d'être l'interlocuteur de la discussion. Il n'est plus capable de l'être. Il ne peut pas l'être. Donc, vous posez une excellente question, M. Thiam. Quand il va prendre les affaires en main, la confiance va revenir et avec nos frères, on va immédiatement aller vers eux. Et avec des hommes comme le président Mahama du Ghana, nous allons regarder les modalités de la reconstruction d'une nouvelle relation de confiance entre nous, frères de l'Afrique de l'Ouest.
et elle est possible. Pour le coup, juste quelques points de clarification. Si vous arrivez au pouvoir, le président Thiam sera membre de la CEDEAO et va tenter de reconstruire une CEDEAO où des peuples, où la confiance règne, et va travailler ouvertement, officiellement, avec les pays de l'AES. C'est ça que vous dites? Bien sûr, nous allons créer les conditions. Donc, vous savez, alors, je vous dis une chose qui va vous faire sourire encore une fois. Mais nous on est parti du dialogue. Il faut Boigny nous enseigner le dialogue. C'est le dialogue. Alors, au fait, il a créé le Conseil de l'entente. Tous ces trois pays sont dans le Conseil de l'entente. Bien sûr. Écoutez, donc on est capable, peut-être je ne sais moins pour le Mali, mais en tout cas le Burkina et le Niger sont dans le Conseil de l'entente. Tout à fait. Bon, mais on va recréer les conditions. Il faut recréer la confiance. Parce que nous sommes des frères, nous sommes le même peuple. Et ils n'ont pas besoin d'être dans la CEDEAO pour pouvoir travailler ensemble, madame, pour pouvoir collaborer. Après, si vous voulez, il faut s'asseoir pour redéfinir le modèle. Il y a une rupture de confiance. Comment on l'a reconstruit? Est-ce que c'est une relation CEDEAO-AES? Ce qui est parfaitement possible. On peut avoir une nouvelle communauté économique entre deux blocs ou plusieurs blocs. C'est une équation possible. Tout à fait. Ou bien on revient à l'ancien bloc, mais avec de nouvelles approches. Ou bien on recrée peut-être encore. Il y a le Nigeria quand même qui est là et qui est fort. Hein? D'accord. Et il faut arriver, si nous voulons convaincre nos frères de revenir, il faut arriver à les amener à comprendre, d'abord à identifier les problèmes qui sont où. Quels sont les problèmes qui se posent? Et chercher des solutions aux problèmes qui se posent. Mais je suis convaincu que nous sommes capables de recréer un nouvel espace dans lequel la confiance renaît, dans lequel nous voulons être forts. Parce que c'est ça qu'il s'agit. Nous voulons être forts. Nous voulons être des États, un bloc, économique. Exactement. Et, ça, et avoir une vision, une stratégie commune et tout, c'est possible. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut recréer la confiance. Et M. Thiam va recréer la confiance avec ses frères, des chefs d'État africains, avec la Guinée, avec le Mali, avec le Ghana, avec tout le monde, avec le Nigeria. Nous allons recréer un nouveau bloc de confiance, une nouvelle dynamique de confiance. Et nous serons forts à l'extérieur. En tout cas, le message est passé concernant la politique étrangère et concernant notamment ces blocs CEDEAO, AES. Pour finir, dernière question et après on conclut. Baba, est-ce que tu... Voilà. Oui. Voilà, non, mais moi je pense que donc, cette initiative du président ghanéen, en tout cas, est une bonne initiative. Mais moi, je pense que cela ne va pas aboutir. Parce qu'en fait, je pense que les pays de l'AES sont allés assez loin et ils ont déjà mis en commun un certain nombre de ressources, un certain nombre de choses. Et peut-être que l'avenir, ça serait peut-être de réfléchir à établir une coopération entre les deux blocs, parce que justement les leaders de la CEDEAO se rendent compte qu'il y a même des possibilités que d'autres pays fassent défection et rejoignent l'AES. On évoque le cas du Togo, et aujourd'hui ce qui se passe avec le Ghana, et on avait déjà vu qu'il y avait une démarche des autorités maliennes vis-à-vis du Ghana par rapport à la fourniture de l'électricité. Donc dans tous les cas, il y avait deux camps dans la CEDEAO. Il y avait le camp des gens, de ceux qui disaient il faut toujours mettre la pression pour que ces pays-là reviennent sur leurs décisions. Et ça change pour le coup, parce que... Et d'autres qui disent non. Qui revient un petit peu sur ses positions. En tout cas, le message est clair, comme l'a dit Honorable, à savoir que plusieurs possibilités sont possibles. D'abord, rétablir la confiance, et puis après, deux blocs peuvent cohabiter, ou éventuellement un retour avec une nouvelle politique mise en place si vous êtes au pouvoir. Donc, pour terminer cette émission, cher Honorable, donc vous avez une caméra en face de vous, vous avez les téléspectateurs de Vox Africa, on vous laisse clôturer et puis on se dit au revoir. D'abord, madame, je voulais vous dire merci pour toutes vos bonnes questions, vos belles questions, et pour l'intérêt que vous portez à la Côte d'Ivoire. Merci également à nos frères qui ont animé avec nous cet échange. Merci aussi à tous nos téléspectateurs qui nous ont écoutés attentivement. Ce que je voudrais partager avec vous pour finir, c'est nous aimons l'Afrique. Nous aimons l'Afrique et nous souhaitons vraiment que l'Afrique redevienne plus forte, plus unie et qu'elle fasse bloc dans sa diversité, mais et qu'elle rentre dans une nouvelle dynamique, parce que nous sommes dans la compétition des nations. Et dans cette compétition, nous n'avons pas besoin d'être isolés, de faire des blocs isolés. Nous avons besoin d'être encore plus forts, mais de renforcer la confiance entre nous
Et en Côte d'Ivoire, en tout cas, ce que je peux dire à tous nos frères africains, c'est que nous allons tourner la page de M. Ouattara en octobre 2025 avec un homme nouveau, avec Cheikh Tidiane Thiam, qui aime aussi l'Afrique et qui a fait le sacrifice de revenir en Afrique pour se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire et de se mettre aussi à la disposition de l'Afrique. Mais c'est ensemble que nous allons construire cette Afrique qui doit être forte, qui doit donner une nouvelle image. Nous pensons à nos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Et plus nous serons capables de développer nos propres industries, plus nous serons capables d'avoir nos propres ressources, de les exploiter nous-mêmes, plus nos enfants vont aimer nos pays et ne vont pas sortir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais pour cela, nous avons besoin de démocratie, nous avons besoin de règles élémentaires, nous avons besoin de paix. Et je voulais vraiment inviter tous les Africains à prier pour la Côte d'Ivoire, à prier pour nous. Nous prions aussi pour nos frères de l'AES, pour que la stabilité, la paix, le dialogue aussi soient installés chez eux. Mais vraiment, c'est le message que je veux lancer ici au nom du président Tidiane Thiam. C'est une Afrique nouvelle, avec des dirigeants nouveaux, avec une vision nouvelle de l'Afrique qui gagne et qui est un exemple dans le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable Simon Doe. C'était un plaisir de vous avoir ici sur le plateau de l'Afrique dans tous ses états. N'hésitez pas, bien sûr, ce plateau est ouvert à tous les partis politiques de Côte d'Ivoire. Nous serons très heureux de vous avoir ici sur le plateau. Merci bien sûr à Babadem, merci à Dr Camara et encore une fois, merci à honorable Simon Doe de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission, l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup.